Bonjour à tous, vous avez l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food? Et je suis ravie de vous retrouver puisqu'Isabelle est partie quelque part en Amérique du Sud pour aller découvrir quelques spécialités culinaires dont elle nous parlera très prochainement. Mais en tout cas, je suis fidèle au poste pour vous proposer une nouvelle émission de Qu'est-ce qu'on food? Et aujourd'hui, on va vous parler notamment de quoi se faire plaisir sous la couette parce qu'on a l'automne qui arrive et du coup on a envie de rester bien au chaud chez soi. On va également avoir Claire Durand qui est la community manageuse pour les champagnes de vignerons qui nous expliquera pourquoi le Champagne Day. Le Champagne Day c'est le 23 octobre et du coup elle va nous expliquer la raison pour laquelle il faut aller célébrer le champagne ce jour-là. On va également vous emmener faire un petit tour du côté des restaurants, un dédié aux produits de la mer et l'autre un petit bistrot du côté de Ménilmontant qu'on a particulièrement apprécié et bien évidemment on dégustera en direct les produits que je vous ai concoctés pour cette spéciale émission. À tout de suite. C'est donc parti pour cette nouvelle émission de Qu'est-ce qu'on food? Surtout n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter hashtag Qu'est-ce qu'on food pour que je puisse interagir en direct avec vous. Voilà pour la petite présentation. Je vous emmène direct du côté de Ménilmontant, qui est un quartier dans le 19e pour ceux qui connaissent un peu Paris. Il y a un nouveau restaurant qui a ouvert là-bas qui s'appelle Blanc Bec, qui n'a rien de blanc et qui n'a rien de bec, mais là on y mange beaucoup et on y mange bien. C'est cette petite adresse qui vient d'ouvrir et c'est un bistrot. Alors pour la petite histoire, en fait c'est Christophe, Frédéric et Jean-François, voilà, qui sont des amis qui avaient envie d'ouvrir leur propre adresse et qui se sont pris au jeu et qui ont décidé d'ouvrir un bistrot absolument charmant, donc qu'ils ont surnommé Blanc Bec. L'idée c'est quoi? L'idée c'est bien évidemment un bistrot où on mange bien, où on mange bon et surtout où on met en avant des producteurs. Voilà, on est très dans la tendance du produit à l'heure actuelle, on est très dans le choix de ces producteurs, de ceux avec qui on veut travailler et qui surtout qui font un très bon travail de qualité, donc c'est important de le souligner. Et pour vous donner quelques exemples, par exemple, ils sélectionnent leurs volailles qui viennent de chez François-Xavier Barrault, donc qui est un volailler près d'Orléans. On a également des poissons qui sont, eux, fraîchement débarqués du port de Cancale et qui arrivent directement dans nos assiettes. On a Cédric Casanova, qui lui fournit des huiles, les huiles d'olive et autres trésors siciliens qu'on va retrouver dans les assiettes. La charcuterie vient du cœur des Halles lyonnaises, bien évidemment, qui est le Lyon étant la capitale de toutes les charcuteries. Donc on se retrouve là-bas, bien évidemment, les meilleures charcuteries possibles et c'est pour ça qu'ils ont choisi de s'approvisionner là-bas auprès de la maison Gast notamment. Ou encore le fromage de la maison voisine qui est du coup l'adresse Beau-Fils, ou encore le pain au levain qui vient de l'autre boulange comme il l'appelle. Voilà, donc c'est une belle adresse. Et qu'est-ce qu'on y mange dans tout ça? Alors en fait les plats évoluent tous les jours quasiment, bien évidemment en fonction des saisons, en fonction des arrivées, en fonction des produits disponibles. Donc on va retrouver des cressonnettes et pickles de choux romanesco, on va retrouver des parmesans terrines de jarret ou encore des rémoulades de pommes au réfort, on va retrouver la Saint-Jacques de la côte normande, une purée de panais et en dessert on va retrouver une nage d'ananas et une mousse d'avocat, on va retrouver des sorbets, yaourts et tiramisu. Voilà, donc ils sont extrêmement créatifs
créatifs dans leur cuisine. Ce sont des gens qui du coup ont envie de se faire plaisir et ont envie de nous faire plaisir. Le lieu est vraiment sympa, c'est petit bistrot, ambiance assez décontractée, voilà. Mais du coup c'est vite rempli et on découvre de nouvelles saveurs et le chef est absolument adorable, donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Voilà, alors pour l'adresse, ça se situe au 15 rue des Panoyaux, dans le 20e et non pas le 19e comme je l'avais précisé, à Paris. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous ne regretterez rien. Voilà pour l'adresse Blanc-Bec. Et du coup, pour les amateurs plus produits de la mer, je vous conseille fortement d'aller faire un tour d'Étoile-sur-Mer. Alors, l'Étoile-sur-Mer, elle se trouve pas au bord de la mer, elle se trouve à Paris, pas loin de l'Étoile. C'est la nouvelle adresse de Guy Savoy, ou alors l'ancienne adresse renouvelée de Guy Savoy, puisqu'elle se trouve au 18 rue Troyon, là où se trouvait son restaurant Guy Savoy. Et du coup, depuis son déménagement à la Monnaie, il a transformé en fait le 18 rue Troyon en une adresse dédiée aux spécialités de la mer. C'est Clément Leroy qui est le chef et qui du coup nous concocte un menu particulièrement élaboré et parfaitement maîtrisé autour des produits de la mer. Donc vous attendez pas à avoir de la viande au menu, c'est pas l'objectif. Bien évidemment, là on est autour des spécialités de la mer, on est autour du poisson, on est autour des fruits de mer. Donc vous l'aurez bien compris, on est autour de la mer. Voilà, c'est un point important à souligner. Le cadre est toujours fidèle à lui-même pour ceux qui connaissent l'adresse de la rue Troyon, mais avec une touche maritime, bien évidemment avec leur architecte qui a réalisé tout ça. Donc voilà, on retrouve des touches très marines, on retrouve des touches très bleues, voilà, pour rentrer vraiment dans cet univers et faire cette plongée au cœur des océans. Et qu'est-ce qu'on y trouve à la carte? Alors à la carte, on est bien évidemment sur des produits qui viennent selon l'arrivage du jour, qui sont sélectionnés auprès des producteurs qu'affectionnent particulièrement Clément Leroy et Guy Savoy. Le premier plat, par exemple, était un maquereau en 2 paliers, non pas le palier de décompression, mais les 2 paliers pour avoir 2 niveaux de dégustation. Ensuite, on a retrouvé une des spécialités également qui est la crevette des Marennes d'Oléron, donc qui est une excellente crevette et qui là a été proposée en 2 cuissons. Alors on avait à la fois le côté cru, donc on voit le corps de la crevette, le côté cru qui était mariné, et on avait sa tête qui elle était grillée. Donc du coup on se retrouve sur des saveurs très intéressantes parce que à la fois on a justement ce côté cru de la crevette très iodée, etc. Et on a également cette tête du coup est grillée qui apporte ce côté un peu plus animal quelque part. Et du coup le mélange des saveurs était vraiment très, très intéressant. Et aussi au niveau des textures, c'était quelque chose de particulièrement bien joué de la part du chef. Et pour ceux qui connaissent un peu la maison, il y avait également l'huile au pot-au-feu, qui est une grande spécialité, puisque là on retrouve l'huître, qui elle est cuite et qui est servie avec des légumes en pot-au-feu. Donc encore une fois, ce mélange entre terre et mer qui était vraiment assez intéressant et du coup qui crée aussi ce contraste. Et alors effectivement, certaines personnes vont dire que l'huître peut se manger crue, mais elle peut également bien évidemment se manger chaude. Et c'est là où c'était particulièrement réussi, puisque du coup le plat, il n'y avait pas forcément un ingrédient qui l'emportait sur autre chose. On était vraiment sur un bel équilibre, voilà, entre les saveurs de la mer et les saveurs de la terre. Donc c'était particulièrement
Bien apprécié. Voilà. Et puis, bien évidemment, pour terminer, au niveau du dessert, il y a eu une perle en chocolat ou là du chocolat au chocolat blanc. Et du coup, on retrouve ce côté les perles qu'on retrouve dans l'huître. Donc, ça a été un très bon déjeuner. Bien évidemment, c'est aussi ouvert au dîner. Donc, je vous conseille fortement d'aller courir au 18 rue Troyon pour aller retrouver l'équipe de Guy Savoie autour des spécialités de la mer. Voici pour la partie restaurant et c'est 2 nouvelles adresses que je vous conseille de découvrir. On va se refaire une petite pause et on va retrouver tout de suite Claire Thuran, donc qui est la community manager des Champagnes Vignerons, pour nous expliquer le fameux Champagne Day. À tout de suite. Bonjour Claire Thuran, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Et vous? Impeccable, merci beaucoup. Ça donne faim, tous vos descriptions de menus, là. Exactement, surtout à cette heure-là. Tout à fait. Et bien justement, on s'est un peu éveillé les papilles et je pense que vous allez faire de même en nous expliquant du coup ce fameux Champagne Day. Donc pour petit rappel, vous êtes community manager des Champagnes Day. Donc expliquez-nous un peu des Champagnes Vignerons, pardon. Donc expliquez-nous, remettez-nous dans le contexte des Champagnes Vignerons et puis on parlera de cette émission après. D'accord. Alors, les Champagnes Vignerons, c'est la bannière collective des vignerons de Champagne. Il y a 2 grandes familles en Champagne. Il y a les maisons de Champagne et puis il y a les Champagnes de Vignerons, qui sont donc des vignerons qui ont en commun de suivre du début à la fin tout le processus de viticulture, d'élaboration et de commercialisation de leur champagne. Donc, ce sont des gens qui ont leur propre vigne, qui s'occupent de leur vigne, qui vendangent, seuls ou en coopérative, qui élaborent leur champagne et qui commercialisent sous leur propre marque ou la marque de leur coopérative. Et voilà, donc c'est souvent des affaires familiales, qui ont été héritées de plusieurs générations. Et sont des gens passionnés qui élaborent leur champagne à partir de leur propre personnalité. Donc on a souvent coutume de dire qu'il y a de multiples personnalités dans les champagnes de vignerons. Ce qui veut dire que du coup, ils n'ont pas une structure suffisante pour pouvoir travailler par eux-mêmes. Ils ont besoin de cette structure-là pour pouvoir avancer et évoluer. Les Champagnes de Vignerons, c'est un label qui sert à la communication principalement. Après, chaque vigneron, selon sa taille, peut avoir ses propres structures pour commercialiser, pour vinifier, etc. Après, il y a toute une variété d'organisations. Nous, le propos de la marque Champagne de Vignerons, qui est une marque qui a été créée par le syndicat général des vignerons, c'est de faire exister cette catégorie en tant que telle, face aux maisons de champagne qui ont leur propre identité. Mais nous, il y a une identité des Champagnes de Vignerons. Et du coup, ce label est aussi un gage de qualité, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a en tout cas la notion à la fois de variété de terroir et de recherche de la qualité dans l'élaboration. Il y a une grande diversité à la fois des crus, des types de champagne. C'est 5000 vignerons qui sont adhérents à la bannière Champagne de Vignerons. D'accord, très bien. Et du coup, en termes de communication, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a le label, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, le propos de la communication des Champagnes de Vignerons, ça a été Alors, il y a la communication classique dans la presse, il y a aussi faire connaître les Champagnes de Vignerons de tout ce qui est la presse vin, œnologique, faire découvrir nos champagnes. Et puis, il y a tout un volet digital. Et le propos, c'était aussi d'inscrire les Champagnes de Vignerons dans une consommation du champagne qui était associé au repas. Alors, en fait, le champagne traditionnellement est quelque chose qu'on déguste pour une fête, pour une célébration, pour quelque chose de festif, de familial. Et nous, on cherche en fait depuis plusieurs années à installer le champagne comme un vin et notamment à travailler sur les associations entre mets et vin. Et c'est le propos d'ailleurs du concours Champagne en cuisine qui a lieu en ce moment et dont c'est la 6e édition cette année. Et ce concours Champagne en cuisine, qui est un peu lié au Champagne Day, parce que comme je vais vous le dire après, vendredi prochain,
le 23 octobre, le jour du Champagne Day, aura lieu la demi-finale du concours Champagne en cuisine. Le propos du concours Champagne en cuisine, c'est de demander à des blogueurs culinaires de choisir une cuvée parmi plusieurs cuvées qu'on leur envoie. Donc cette année, le thème c'était des champagnes rosés. De choisir une cuvée et d'élaborer une recette pour aller avec cette cuvée. Donc on a un peu plus d'une trentaine de blogueurs qui démarrent la compétition, entre guillemets, le concours en septembre, donc qui élaborent un plat et qui proposent donc un plat qui entre en compétition. Au cours alors le 9 octobre dernier, le jury a sélectionné 10 recettes pour continuer la compétition et participer à la demi-finale. Et puis donc vendredi prochain, les blogueurs qui sont encore en compétition sont invités à l'occasion du Champagne Day à une masterclass de Geoffrey Orban, qui est ambassadeur du champagne, œnologue et extrêmement pointu sur tout ce qui est champagne, terroir, etc. et qui va les aider. Qui va leur faire approfondir leur plat et éventuellement les aider à optimiser leur plat. Et à l'issue de la masterclass, donc vendredi prochain, ils auront 1 heure pour tout changer, c'est-à-dire qu'ils auront le droit de retravailler leur recette pour la reproposer. Et là, le jury désignera 4 blogueurs pour participer à la grande finale qui aura lieu le 14 décembre dans les cuisines de l'Assiette Champenoise à Reims, donc qui est un restaurant 3 étoiles tenu par Arnaud Lallemand, et où là, les 4 finalistes vont avoir le plaisir de faire leurs recettes dans les cuisines d'Arnaud Lallemand et de les faire déguster ensuite par le jury. C'est une très belle opportunité, ça. Ouais, donc en général, voilà, c'est une opération qu'on reconduit depuis 6 ans et c'est vrai que ça donne lieu à plein de créativité, plein de convivialité, plein de manières de découvrir le champagne différemment, parce qu'il y a des tas de choses qu'on pense pas forcément on pense pas à déguster du champagne avec un fromage ou avec une viande, et en fait il y a, selon les types de champagne qu'on va choisir, des vraies découvertes culinaires qui peuvent être faites. Et qui sont bien évidemment à déguster avec modération. Oui, mais c'est aussi le propos d'ailleurs de travailler sur l'accord Mes Champagnes, c'est que c'est aussi inscrire le champagne dans la dégustation et rechercher la qualité plutôt que la quantité. Et justement là du coup en 6 ans, comment est-ce que vous avez... Donc, là ça va être la 6e année, hein, c'est ça? Là c'est la 6e édition du concours Champagne en cuisine. D'accord. Il se trouve que c'est aussi coïncidence la 6e édition du Champagne Day, alors là, qui est un événement mondial dont on n'est pas nous à l'origine. D'accord. En 2010, c'est un blogueur américain qui a créé ce concept de Champagne Day. C'est-à-dire qu'il a proposé qu'une fois par an, à une date convenue à l'avance, donc là en général c'est en octobre, là c'est vendredi 23 octobre, eh bien, tous les amateurs de champagne du monde entier dégustent une flûte de champagne, seuls ou à plusieurs, et partagent sur les réseaux sociaux leurs notes de dégustation, ou bien leurs photos, leurs impressions, etc., en utilisant le hashtag Champagne Day. D'accord. Donc ça permet, c'est très facile à mettre en place, il suffit en fait, si vous le souhaitez, chacun d'entre vous, vous pouvez vendredi prochain vous réunir entre amis, ouvrir une bouteille de champagne et puis partager vos dégustations, ou vous faire un bon petit repas et partager votre dégustation sur ce que vous voulez, Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, en utilisant le hashtag Champagne Day, qui sera donc finalement un fil sur lequel on va retrouver toutes les dégustations du monde entier. Donc c'est à la fois collaboratif et sympathique. Et l'objectif, du coup, est de remettre le champagne au cœur des repas, c'est ça ? Alors, sur le Champagne Day, oui. Je pense que l'objectif d'origine du Champagne Day, c'était surtout de faire un événement, alors, à l'image du Chardonnay Day qui existait déjà, mais de réunir des amateurs de champagne de manière très simple. Parce que les modes de dégustation qui sont proposés sont au libre choix. Il n'y a pas de contrainte, on fait ce qu'on veut. On peut le déguster juste comme ça ou pas. L'essentiel étant de partager et puis de l'idée que voilà, c'est au-delà des frontières, il y a une boisson comme ça qu'on apprécie dans le monde entier et on se retrouve tous le même jour pour la déguster en même temps. Est-ce qu'on a vu une évolution justement des Français sur les modes de consommation du champagne? Parce que c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un produit qui était réservé plutôt pour la fête, et avec modération bien évidemment. Donc du coup sur des grandes occasions, sur des mariages, des baptêmes, ce genre de choses, c'est des choses à célébrer. Mais est-ce que sur la partie... est-ce qu'il y a eu des évolutions sur la manière de
de le déguster. Je sais qu'il y a des maisons de champagne qui justement ont introduit le champagne plutôt en apéritif, au lieu du dessert, parce que justement on était déjà trop lourd, c'était trop sucré, donc il fallait apporter quelque chose de plus léger. Ouais, je pense qu'il y a une éducation qui se fait, et puis au fil du temps, et c'est pour ça que nous aussi on travaille avec les blogueurs culinaires, parce que aujourd'hui c'est quasiment une centaine qui ont participé aux différentes éditions de nos concours, et nous on apporte vraiment des contenus d'un point de vue œnologique, notamment avec l'aide de Geoffrey Orban que j'ai déjà cité, qui est donc ambassadeur du champagne et qui développe la sensibilité des personnes qui participent au concours et qui sont très curieuses et enthousiastes, qui développent aussi leur connaissance du champagne et de la manière dont on l'associe. Donc oui, je pense qu'au global, ça a forcément un impact et ça ouvre l'esprit sur la manière dont on peut inscrire cette boisson aussi au cours d'un repas. Après, il reste vrai, et c'est très très vrai chez les champagnes de vignerons, que ça reste une boisson de la convivialité, de la fête, et c'est très vrai aussi chez les champagnes de vignerons où comme je l'expliquais, sont des structures qui commercialisent leur champagne leur propre champagne. Donc il y a vraiment un lien qui se crée en fait avec les clients. En général, les champagnes sont vendus à la propriété, donc ça donne l'occasion d'une visite. Et il y a des liens qui s'établissent entre les vignerons et leurs clients, et souvent, d'ailleurs, au-delà des générations. Des fois, il y a des gens qui sont clients depuis 50 ans d'un vigneron. Et donc, il y a ce côté proximité qu'on a chez les champagnes du vigneron qui font que c'est aussi un peu le champagne du vigneron est un peu le compagnon traditionnel des fêtes familiales où voilà, on est fidèle à son vigneron et pour les occasions, c'est le champagne du vigneron qu'on déguste. Donc, il y a un côté complicité et proximité qui reste de toute façon vrai parce que c'est lié à la consommation de champagne. Et comment s'articule l'année pour les champagnes de vignerons, notamment sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des rendez-vous particuliers, à part effectivement ce fameux jour, cette fameuse semaine? Nous, on est présent toute l'année sur les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, sur Twitter, Instagram et Pinterest. Donc, en tant que bannière collective, on est aussi là pour relayer les contenus des vignerons, puisque de plus en plus de vignerons, eux aussi maintenant, sont présents sur les réseaux sociaux. On voit une vraie progression depuis 3-4 ans. C'est vraiment quelque chose qui se démocratise, et comme je vous expliquais, dans la mesure où ils sont en contact direct avec leurs clients, finalement c'est un contact qui demeure tout au long de l'année via une page Facebook par exemple. Au lieu d'être en contact uniquement au moment de Noël pour des achats, le contact reste tout au long de l'année. Donc les moments forts du coup sur les réseaux sociaux, ça va être les moments forts de la vie d'un vigneron. C'est-à-dire il y a vraiment un moment fort autour des vendanges, donc entre fin août et début septembre. Donc cette année, on l'a vu encore avec beaucoup d'interactivité sur les réseaux, beaucoup de contenu publié. Nous, cette année, on a proposé des concours de selfies, donc ça a été très sympa de voir les visages aussi des vignerons au travail. C'était les vignerons qui se prenaient en photo, c'est ça? Ouais. Et puis donc il y a cette étape-là, et puis après aux différentes étapes de l'année aussi, on va partager les moments. Ça reste cyclique, hein, une année dans les vignes ou une année en cave. Il y a différentes étapes, le moment où on fait les assemblages, le moment où la vigne est en fleurs, le moment, etc. Donc nous on va suivre ça, et puis on va travailler aussi tout ce qui est accords, mes champagnes. On va partager des recettes à certains moments de l'année. Avec des plats qui s'inscrivent dans tel type ou tel type de consommation. Donc on peut proposer sur nos réseaux sociaux des recettes de fête, on peut proposer ensuite des choses pour la Saint-Valentin, on va partager des contenus quand arrivent les mois d'avril, mai, juin, il va commencer à faire beau, on va avoir des barbecues, on va proposer des choses aussi. Donc au niveau des contenus qui sont partagés, ils sont axés sur le travail à la vigne, à la cave et les accords mets champagne principalement, et puis après tout ce qui est aussi événements autour du champagne de vigneron, des salons, des prochainement, par exemple, le lendemain du Champagne Day, il y aura à Château-Thierry un festival qui s'appelle Champagnez-vous. Donc il a non pas virtuel comme le Champagne Day qui n'a lieu que sur les réseaux sociaux, mais qui est un festival dans la vraie vie. Donc ça, c'est des choses qu'on partage et pour aider les vignerons à obtenir la visibilité. Voilà.
Et vous avez combien de followers, comme on dit, sur vos réseaux à l'heure actuelle? On doit être à peu près 12 000 sur Facebook et sur Twitter, je ne sais plus combien nous suivent, quelques milliers également. D'accord. Et là, sont des vrais amateurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais fait de campagne d'achat de fans. Bien sûr. Donc, ça nous permet d'avoir de la bonne réactivité, en fait. Et du coup, les followers, comme on dit, ce sont principalement le grand public, ou il y a aussi il y a des vignerons, il y a les deux, d'accord. Il y a des amateurs de champagne et puis des vignerons aussi. Il y a deux cibles en fait. Mais on reste sur une communication grand public. Et qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est ressorti, alors sans trop en dévoiler, sur les recettes autour du champagne rosé? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont ressorties, des thématiques plus particulières? Ouais, alors justement, je vais regarder en même temps. Il y a des choses autour de... Alors, je vais rouvrir mes recettes, parce que comme il y en a 10, je ne m'en souviens pas par cœur. Mais il y a des poissons, notamment. Sur du champagne rosé, d'accord. Ouais. Alors, je vais rouvrir ma page. Donc, quand vous allez sur le site champagnedevigneron.com, il y a un accès concours champagne en cuisine, et vous avez les 10 recettes qui sont encore en ligne, qui sont en compétition. Donc, on a, par exemple, une joue de lotte au beurre d'agrumes. On a une brochette de gambas et topinambour à la citronnelle. Il y a du homard, il y a du bar. Encore du bar, il y a magret de canard laqué aux cranberries, magret de canard laqué aux chutney pommes framboises, pavé de saumon, beaucoup de poissons, saumon mariné au pamplemousse. Enfin, je vais vite, hein, les titres des recettes sont plus longs. Tartare de Saint-Jacques à la citronnelle. Donc on voit que dans la compétition, il y avait des desserts qui avaient été proposés également dans une première... parmi les 33 blogueurs qui ont envoyé des recettes, il y avait un peu plus de desserts. Et puis on voit que finalement, le jury a fait des sélections plutôt axées sur des plats. D'accord. Et les blogueurs, vous les sélectionnez comment ? Alors, ils sont invités à participer. On a notamment bénéficié de l'aide de Mamina, qui est une blogueuse culinaire et qui nous aide à prendre contact avec eux. Et puis, ça tourne un peu. Alors, on a des fidèles qui sont là depuis le début, puis qui arrêtent, puis qui reprennent. Voilà, donc ça tourne un peu. Puis, on a des nouveaux chaque année. Donc, au global, ça doit être une centaine qui ont participé en tout aux 6 éditions du concours. Mais ce que va rechercher le jury, ce qui va être important sur l'accord mets champagne de ces plats-là, c'est il va y avoir la qualité du plat, ensuite notamment dans la réalisation, il va y avoir la pertinence de l'accord et l'argumentation. On va demander aussi au blogueur d'expliquer pourquoi il a choisi ce champagne-là et pourquoi il a choisi telle recette et telle autre. Et ce qui est vraiment important dans l'accord mets champagne, souvent, c'est le lien qui est créé, et notamment via la sauce, par exemple. Donc là, sur une joue de lotte au beurre d'agrumes, le fait que ce soit un beurre d'agrumes, ça va faire le lien entre le champagne rosé et là, moi je suis pas spécialiste, mais c'est le travail du sommelier, travailler sur les accords. C'est là-dessus que se réussit l'accord, en fait. C'est souvent comment je vais créer le lien entre le champagne et le plat, et souvent on va passer par la sauce. Et comment qui fait partie du jury d'ailleurs ? Alors, le jury est composé d'Arnaud Lallemand, qui est donc le chef de l'assiette champenoise, Karine Valentin, qui est rédactrice en chef de Cuisine et Vins de France, Geoffrey Orban, qui est ambassadeur français du champagne, Maxime Blin, qui est vigneron, et Joël Farmé, qui est vigneron également, et Emeline Augier, qui est la blogueuse qui a gagné, qui est blogueuse culinaire, auteure du blog Qui d'Ordine, et qui est la gagnante de l'édition de l'année dernière. Donc, ça veut dire que vous prenez le gagnant pour le jury de l'année d'après, c'est ça ? Exactement. Donc, il revient à l'assiette champenoise et cette fois-ci, il goûte. Voilà, exactement. Et du coup, ce qui veut dire qu'ils ont accès aux cuisines d'un grand restaurant, etc. Donc, c'est une belle opportunité. Oui, c'est magnifique, les cuisines de l'assiette champenoise. Cuisiner là, c'est extraordinaire. En plus, on a le soutien bienveillant des cuisiniers qui travaillent avec Arnaud Lallemand, qui sont là pour donner des petits coups de main aussi au passage. D'accord. Donc, chaque blogueur est un petit peu accompagné. Puis parce que c'est vrai que c'est aussi des conditions de travail. Parfois, il faut maîtriser les feux, comprendre et tout ça. Mais c'est très beau, c'est très grand. Il y a notamment je sais plus comment on appelle ça, il y a un nom technique là, l'endroit où on cuit là, qui est énorme. Ça porte un nom, j'ai oublié le nom. Dans la cuisine, comment on appelle ça ? Bon, bref. Oui, ça me revient pas non plus. Bon, voilà, et qui est énorme. Donc, ils travaillent là-dessus, c'est des conditions extraordinaires.
Et du coup, le chef, lui, est pas en cuisine avec eux. Enfin, lui, le chef, il passe. D'accord. Lui, il déguste. Donc, voilà, c'est ça. Il va pas donner de conseils. Mais il a les cuisiniers qui sont avec lui, qui sont dans son équipe, qui sont un petit peu en soutien parce qu'il y a 1h30 en fait, ça dure, voilà. D'accord. 1h30, il y a un compte à rebours. Donc, ils ont un panier qui est préparé avec les ingrédients dont ils ont besoin. Et après, au bout d'1h30, il faut qu'ils envoient leur plat. Dans l'ordre. Enfin, il y a à peu près 20 minutes pour déguster les 4 plats. Donc, il faut qu'ils soient prêts dans des conditions... finalement, 1h30, c'est pas trop, quoi. Ça peut être un peu... Non, ça peut passer très vite, effectivement, en cuisine. Ouais. C'est pas trop. Là, on a beaucoup parlé, du coup, des initiatives sur la France. Est-ce qu'il y a une communication qui est faite à l'étranger sur les champagnes de vignerons? Parce que sur les marchés internationaux, bien évidemment, les grandes marques se démarquent. Ouais, mais comment est-ce que vous gérez cette partie-là? De plus en plus, les vignerons partent à l'export et exportent leur champagne de vignerons. Et le travail notamment, alors moi je suis vraiment sur la partie communication champagne de vignerons, mais le travail du syndicat général des vignerons, c'est aussi d'accompagner les vignerons pour partir à l'export via des formations, des salons. Donc plusieurs fois par an, des groupes de vignerons partent à l'export rencontrer des clients professionnels dans différents pays pour trouver des débouchés là-bas, que ce soit des professionnels en restauration, des cavistes ou des importateurs, etc. Donc ça, c'est un travail qui est fait et de plus en plus, en effet, les vignerons développent leur vente à l'export. Est-ce qu'il y a un pays ou plusieurs pays qui se dénotent? Alors, écoutez, là, c'est difficile. Je ne suis pas suffisamment, moi, dans la commercialisation pour pouvoir vous répondre sur ce sujet-là. D'accord. Puis je pense que ça peut être différent selon si on est maison de champagne ou champagne de vigneron. Il y a sûrement des structures de vente qui sont un peu différentes d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui progressent, la Chine par exemple. Voilà. Mais je peux pas. Je saurais pas. Je vais vous dire des bêtises. Je sors de mon domaine. Pas de souci, je comprends bien. Et est-ce qu'il y a une communication particulière vis-à-vis des grandes marques? Comment est-ce que est perçu le champagne des vignerons notamment? Est-ce que ils voient ça d'un bon œil? Comment est-ce que on coexiste, on travaille ensemble et c'est deux familles qui ont aussi des intérêts en commun et notamment l'appellation champagne. Donc il y a le CIVC qui est le comité interprofessionnel des vins de champagne qui au sein duquel sont à la fois présents les maisons de champagne, l'Union des maisons de champagne et le syndicat général des vignerons. Et donc c'est deux familles qui cohabitent, qui ont aussi besoin l'une de l'autre. Voilà, avec des moyens différents et des positionnements différents. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage en fait des champagnes de vignerons en termes de volume par rapport aux champagnes des grandes marques? En France? Oui. Vous voulez dire en termes de vente? Oui. Non, je ne sais pas vous dire ça. D'accord, très bien. Et alors du coup, parce que c'est intéressant d'avoir les champagnes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux parce que, notamment en tout cas au niveau des grandes maisons, ça a longtemps été très, très fermé. Donc du coup, comment est-ce que vous avez pu, vous, aborder la partie communication sur les réseaux sociaux vis-à-vis du monde du champagne qui est parfois fermé? Donc s'ouvrir comme ça au grand public, c'est pas non plus quelque chose de très inné. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux et que le propos des réseaux sociaux, c'est de maintenir une relation et d'établir une relation. Donc je pense qu'on a des clients qui sont peut-être aussi clients d'une maison de champagne où on est clairement dans le domaine dans certaines maisons de champagne, on est peut-être beaucoup plus distant et beaucoup plus dans le domaine du luxe. Mais moi, je pense que nous, au Champagne de Vigneron, on a le relationnel aussi, qui est vrai dans la vraie vie, et que ça transpire aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a aussi une proximité et une facilité de contact et d'échange et de conversation qui, en fait, finalement, est la transposition de ce qui se passe dans la vraie vie, où un vigneron a vraiment des relations avec ses clients, où il les reçoit, il sait qui ils sont, etc. Donc je crois que c'était assez naturel, en fait, de continuer la conversation qui a lieu dans la vraie vie, oui, de la continuer sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est même d'ailleurs peut-être plus facile pour des marques qui commercialisent directement que pour des marques qui sont parfois plus loin de leur public. Est-ce qu'on a senti une corrélation entre les ventes et l'arrivée des champagnes de vignerons sur les réseaux sociaux ou pas? Vous avez senti du coup que ça s'est peut-être démocratisé, que les gens ont
Ils sont plus enclins à aller vers ça. Je pense que la catégorie champagne de vigneron existe. Alors que je pense qu'il y a 15 ans, elle n'existait pas forcément. Et ça, c'est une réussite. C'est-à-dire qu'il y a il y a deux familles. Il y a une alternative aussi aux grandes maisons qui sont les champagnes de vignerons, avec aussi avec leur qualité, leur diversité, etc. Et ça fait partie d'un ensemble. C'est toute la communication des champagnes de vignerons qui a permis d'en arriver là, dont les réseaux sociaux sont une partie. Mais je pense que c'est un tout. Et c'est long, mais ça porte ses fruits. Est-ce que vous avez commencé quand sur les réseaux sociaux ? Il y a à peu près... Alors moi, je suis community manager depuis 3 ans. Et la page Facebook existait déjà, mais pas depuis longtemps. Donc on peut dire que ça fait 3-4 ans. Par contre, vraiment sur les réseaux sociaux, le concours Champagne en cuisine existait déjà en revanche. Mais donc on avait déjà une communication auprès de la blogosphère, mais on n'avait pas forcément de relais sur les réseaux sociaux. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur la page Facebook ? Est-ce que le public est plutôt, ce sont des questions, ou alors est-ce qu'ils partagent plutôt leurs expériences ou leurs rencontres avec les vignerons ? Donc en général, il y a beaucoup d'échanges autour de ce que nous on peut partager. Donc les contenus qui vont faire réagir sont des contenus, les contenus liés aux vendanges par exemple, sont des choses qui génèrent de la conversation. Les contenus liés aussi à nos valeurs, qu'est-ce que c'est que les champagnes de vignerons, en quoi on se différencie, sont aussi des choses dont on voit que ça génère des retours. Les vidéos sont des contenus qui sont appréciés également. Voilà, donc et puis il y a souvent des conversations aussi qui s'initient entre vignerons et amateurs de champagne. D'accord. Ouais. Donc du coup, il faut suivre #champagne vigneron, c'est ça ? Alors exactement, sur Twitter, champagne de vigneron, ça rentrait pas, donc c'est @champvigneron. D'accord. Sur Facebook, c'est les champagnes de vigneron. Et puis pour le Champagne Day la semaine prochaine, c'est #Champagne Day. D'accord. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à poster les expériences de champagne et à déguster avec modération, bien évidemment. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cette belle explication. Et puis bon Champagne Day alors, et bonne dégustation à cette champenoise. Voilà, oui, merci. Et à vendredi prochain alors sur les réseaux. Ça marche, impeccable. Merci beaucoup en tout cas. Merci, au revoir. Voilà pour cette belle explication du Champagne Day par Claire Turand. Donc on vous invite bien évidemment à suivre les différentes plateformes pour en savoir un peu plus, et puis bien évidemment pour suivre ces vignerons qui travaillent au jour le jour pour nous créer de belles bouteilles. Je vous propose une petite pause et on se retrouve tout de suite. Alors, on va retrouver notre sélection du jour, notre sélection de la semaine, celle des produits, celle des livres et des quelques boissons que j'avais envie de partager avec vous. Et on va commencer notamment par ces produits de la marque Francis Bonheur. Alors pourquoi je tenais particulièrement à vous présenter ça ? Figurez-vous que cette marque s'est spécialisée dans la création de produits autour du fruit du baobab. Alors, quelle belle idée, et un peu saugrenue d'ailleurs, d'aller chercher l'utilisation du fruit du baobab. Alors pourquoi ? En fait, alors pour la petite histoire, c'est en 2003, donc en fait c'est une histoire de famille, c'est en 2003 que Francis et Aurélien, du coup de la même famille, en fait, viennent apporter une touche un peu africaine à des recettes ancestrales qui avaient été mises en place par la famille. Et donc du coup ils sont allés en Afrique et ils ont découvert que le fruit de baobab, donc vous savez cet grand arbre géant qu'on voit en Afrique, avait des qualités nutritionnelles particulières.
Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le baobab? En fait, c'est un fruit qui est extrêmement nutritif, puisqu'on y retrouve dedans notamment toutes les qualités nutritives, à la fois tonifiantes et à la fois antioxydantes. Et du coup, comme c'est un fruit qui est également très riche en fibres, on est vraiment sur des produits qui à la fois nous fait un plein d'énergie et du coup nous donne tout le tonus nécessaire pour la journée. C'est du coup le fruit du baobab, c'est ce qu'on appelle le super fruit, comme des super ingrédients qu'on voit actuellement pour se redonner un coup de boost. Et donc du coup, ça se présente de cette forme-là. Donc par exemple, là on a les petits bâtonnets café et noisettes qui du coup sont pour le coup à déguster sans modération. Et hop là. Voilà, donc ce sont des petits paquets à l'intérieur et avec du coup des petits biscuits et avec ce fameux fruit de baobab que je vous propose de déguster. Alors on sent très bien le goût du café et de la noisette et effectivement il y a ce côté croustillant mais aussi un peu pâteux qui du coup rappelle aussi je pense la texture de ce fruit de baobab. Parce que bien évidemment j'ai pas eu l'occasion de goûter le fruit de baobab avant. Mais en tout cas l'idée c'est de donner un coup de peps quand on a une petite perte d'énergie le matin. C'est aussi des produits qui sont bien évidemment bio et qui sont sans gluten, donc qui sont recommandés pour les personnes avec un régime alimentaire particulier. Il y a également du coup ce gâteau aux amandes. Donc ça se présente voilà comme un gâteau dans son emballage. Hop là, et on découvre à l'intérieur. Bon, il est bien empaqueté, il n'y a pas de problème pour le transporter. Hop là, voilà. Et voilà pour le gâteau. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et l'idée, c'est du coup d'avoir aussi des gâteaux déjà faits chez soi qui comprennent ce fruit du baobab. Donc là, je pense que je vais faire le plein d'énergie pour la journée. Effectivement, c'est très riche. Mais c'est assez intéressant. On retrouve la petite saveur qu'on avait aussi sur les bâtonnets. Donc c'est ce fruit de baobab. Et du coup, qui apporte aussi une touche assez sucrée. Très bien. Et pour continuer dans cette même gamme de produits, donc il y a toute une gamme de produits qui est disponible, bien évidemment, de cette marque Francis Bonheur. Donc je vous en avais sélectionné 3, ces petits bâtonnets, ensuite ce gâteau aux amandes. Et il présente aussi du coup une boisson. Et là c'est baobab grenade. Donc là on est complètement dans ce qu'on appelle les super fruits. Donc à la fois le baobab et la grenade. Donc c'est 100% naturel et sans sucre rajouté, ce qui est une bonne chose. On fait un peu la guerre et la chasse au sucre en ce moment. Donc c'est très bien. On sent bien la grenade, elle n'est pas trop présente, mais du coup ça donne un bon coup de peps pour démarrer cette journée. Voilà, donc c'est les produits de la gamme Francis Bonheur que je vous invite à découvrir. Les bâtonnets de noisettes, donc il y a 2 paquets dans l'emballage au prix de 4,95 €. Ensuite, le gâteau aux amandes au prix de 8,75 € et la boisson baobab et grenade au prix de 4,60 € à la fois sur le site du site Francis Bonheur ou bien évidemment dans les épiceries bio auprès de chez vous.
Voilà, on va continuer sur la partie je me fais du bien pendant cet automne qui vient d'arriver chez nous, avec un petit craquage qui est celui de chez Magnum. Alors bien évidemment, vous connaissez la marque Magnum. Ce sont eux qui ont lancé les glaces Magnum que tout le monde connaît maintenant. Et là, ils viennent de lancer du chocolat, en fait. Donc à la fois, il y a des tablettes donc, de chocolat noir, des tablettes de chocolat au lait, chocolat blanc, on a également des mini tablettes et on a également aussi pour les plus gourmands des petites barres de chocolat. Donc ils ont voulu décliner toute une gamme autour de ces produits. Donc les prix varient entre par exemple 1,89 € pour les tablettes et 2,19 € en fonction du soit blanc, chocolat au lait ou chocolat noir. Alors moi je les ai goûtés, c'est pas mal. On retrouve pas forcément le goût du chocolat Magnum qu'on a autour de la glace. C'est un poil sucré, mais voilà, si on a envie de se faire plaisir au fond de la couette devant un bon film, ben je vous invite à découvrir ces produits. Voilà sur la partie dégustation. On va faire un petit tour du côté des livres, puisque je vous ai dégoté 2 livres pour cette émission. Alors, le premier, avant de le montrer à l'antenne, voilà, c'est, je suis sûre que parmi vous, il y a des geeks dans l'âme, il y a des amateurs de science-fiction, il y a des amateurs de films fantastiques. Et ben, ça tombe bien, vous allez pouvoir rajouter à votre collection ce livre de cuisine qui, lui, est dédié à tous les fans d'entre vous, à tous les geeks que vous êtes, pour pouvoir découvrir des recettes que même Dark Vador ferait chez lui. Alors, comment ça se présente? Donc, on a ce livre des potions. Donc, on est vraiment sur les différentes potions magiques. Donc, tout ce qui est cocktail, milkshake, smoothie, etc. Donc, on est plus dans des recettes liquides que solides. Donc là, on a bien évidemment tous les accessoires qu'il faut avoir chez soi pour pouvoir réaliser un bon cocktail. On a même toute une liste des verres, à avoir. Donc là, on rentre dans l'univers de la science-fiction avec la bière Romulienne. Voilà, donc on a à la fois ce côté un peu James Bond de la présentation et avec le verre la recette qui va avec. Là, on a une recette de milkshake. Donc là, on est plus retour vers le futur. Là, c'est l'univers de Star Wars avec la Corellia. Donc à chaque fois, en fait, on retrouve les différents univers. Pour ceux qui connaissent le film et le livre Dune, voilà, en fait, c'est marqué ici, voilà, en haut, où on retrouve les différents univers. Le Doctor Who. Là, on est dans l'univers de Stargate. Et là, il y a tout le lexique en plus qu'on vient d'utiliser sur les différents ingrédients, sur la manière de présenter les choses, sur des recettes, notamment là pour faire une chantilly au siphon, etc. Et puis voilà, et puis après du coup on a aussi toute la partie fantasy. Donc il y a de quoi se plonger dans ces univers absolument passionnants pour créer des recettes et pour créer des cocktails qu'on aurait envie de réaliser chez soi et de se faire une soirée James Bond, une soirée Stargate avec ses amis. Alors, pour continuer dans le monde des livres, on rentre dans un univers complètement différent qui est celui des huîtres. Alors pourquoi un livre sur les huîtres? C'est vrai qu'on n'y aurait pas forcément pensé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette auteure française qui avait écrit un livre, notamment qui s'était extrêmement bien vendu aux États-Unis et pour cause, qui s'appelle Pourquoi est-ce que ces Françaises qui ne grossissent pas? Excellente question. Et donc du coup, elle a continué dans cette voie autour du bien manger, du bien-être, pour du coup réaliser cette huile
ce livre qui s'appelle Le Paris des huîtres, qui est cette grande histoire d'amour avec cette perle rare, comme elle l'appelle. Donc en fait, on n'est pas du tout sur un livre de recettes, mais on est plutôt sur un livre qui nous emmène dans les différents univers que sont le monde des huîtres, par justement Mireille Gugliano. Donc on y découvre des petites anecdotes, les meilleurs endroits pour aller découvrir les huîtres, quelques recettes quand même à la fin, et puis aussi tout un inventaire des huîtres, ce qu'elles sont, quels sont les différents noms qu'on leur donne, pourquoi, comment les choisir, comment les ouvrir. Donc c'est un hommage à l'huître, et donc du coup on retrouve toutes les informations dans ce livre qui est donc le Paris des huîtres par Mireille Gugliano aux éditions Livre. Petit rappel sur le livre précédent, ce qui me fait penser que je ne vous ai pas donné les informations. Donc on est là sur le livre des potions, on est sur le lycée Hachette Cuisine qui fait ça au prix de 24,90 €. Tandis que sur le Paris des huîtres, on est sur un prix à environ 12 €, mais je ne l'ai pas sous la main. Donc vous retrouverez toutes les informations sur le site. Voilà sur la partie livres et produits, et on va faire une dernière petite pause avant de vous parler boissons. À tout de suite. Alors avant de clôturer cette émission qui nous a donné soif après tous ces produits et cette conversation autour du champagne day, bien évidemment à déguster avec modération, moi je voulais vous proposer la petite sélection du jour qui est sans alcool, puisque la fête est plus folle, avec quelques produits. Alors notamment, alors je sais pas si vous connaissez, vous en avez entendu parler, vous savez, il y a beaucoup de boissons sans alcool que l'on retrouve, et notamment autour de donc cette marque Perceval, et notamment c'est commercialisé par Pomaceo, donc ils sont spécialisés dans tout ce qui est produits sans alcool. Alors pour la petite histoire, en fait c'est donc au cœur de la Normandie que la marque, l'entreprise artisanale Pomaceo s'est créée, donc du coup de manière assez récente, puisque ça date de cette année notamment. Mais en fait il y a l'histoire remonte en 2007. Puisque c'est la maison Le Paulmier qui s'était fondée, qui a été fondée sur un engagement assez fort, qui est celui de sauvegarder le bocage traditionnel qui a été menacé à l'époque. Et donc du coup ils ont lancé en fait tout ce qui est des cidres et des poirées spéciaux, et notamment des condiments pour pouvoir sauver ce verger qui partait en désuétude. Et donc du coup, Benoît Simotel a choisi de créer une nouvelle entité en fondant Pomaceo, pour justement travailler sur des effervescents sans alcool qui soient de qualité. Voilà, donc en fait, ils travaillent à partir de matières végétales, donc que ce soit des fruits, des baies, des fleurs, etc., pour créer des produits donc qui sont sans sucre ajouté. Donc c'est important à souligner, puisque bien évidemment la plupart des boissons sans alcool on rajoute également beaucoup de sucre pour que ça puisse du coup être bon en bouche. Et là en fait on est vraiment sur différents produits. Donc il y a bien évidemment, donc ça c'est le dernier de la collection Perceval. Lui c'est pour tous les amateurs d'apéritifs sans alcool. Donc on est plus effectivement sur quelque chose d'assez citronné, et notamment avec le produit l'ingrédient qui s'appelle les argousses. Je sais pas si vous connaissez, qui est une espèce de à la moitié entre un petit citron en fait, qu'on retrouve. Donc on a ce côté assez citronné. Il y a également donc du coup
On est sur quelque chose qui est d'assez long en bouche. On retrouve aussi dans la gamme Pomio, qui est une boisson pétillante et festive, qui est notamment dédiée plus pour les enfants et les grands enfants. Et Pépinel, qui elle est une boisson au style très très féminin. Voilà. Donc du coup, je vous invite à aller découvrir ces boissons qui sont vendues au prix de 10,50 €. Et pour terminer sur la partie boisson, il y a ces produits de la marque Sacla que vous devez sûrement connaître, puis ce sont eux qui font des sauces et des condiments, etc. et qui se sont lancés, donc cette marque italienne qui s'est lancée dans la production de produits de boissons aux fruits et légumes. Donc là, on retrouve pommes, carottes, potiron. On retrouve laitue, pommes, cornichons. Et on retrouve également pommes, céleri bio. Donc voilà, sur des univers complètement différents, avec des accords de saveurs complètement étonnants aussi. Et je vais peut-être d'ailleurs goûter pour vous le laitue, pommes, cornichons, pour vous expliquer ce que ça donne. Je finis mon verre. Alors pour vous expliquer, il y a 2 pommes, un quart de laitue et un cornichon. C'est vrai que du coup, on sent bien la laitue et le cornichon au nez. Ouais, c'est assez marrant comme accord. Parce qu'on sent la laitue, le cornichon n'est pas trop présent. Et on sent aussi la pomme, du coup ça adoucit beaucoup la boisson, c'est assez agréable. Non, voilà. Du coup, je vous recommande de découvrir cette gamme, donc qui est entre par exemple, on a du carotte pomme orange qui est disponible au prix de 1,75 €. Et puis tous ceux que je viens de vous citer, notamment pour le pomme carotte potiron ou le pomme cornichon laitue, on est à 1,95 €. Voilà, donc vous pouvez trouver ça maintenant dans les supermarchés et sur le site de Sacla. Et pour terminer cette émission, et pour ceux qui ont encore envie d'un peu de gourmandise, n'oubliez pas qu'il y a très bientôt le salon du chocolat qui se tient à la porte de Versailles à Paris du 28 au 1er novembre. Voilà, donc on ira glaner quelques images pour vous et vous en reparler lors de la prochaine émission du plateau de Qu'est-ce qu'on food, pour découvrir toutes les nouveautés en chocolat que nous réserve ce salon. Voilà pour cette émission qui touche à sa fin. N'hésitez pas à nous retrouver à la fois sur les réseaux sociaux, mais également sur les box internet, que ce soit la Freebox, Orange, SFR et Bouygues, dont les numéros de chaîne s'affichent en bas de cet écran. Merci beaucoup à tous, ce fut un plaisir de vous retrouver et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Qu'est-ce qu'on food.